Chers amis, le professeur est là. Chers amis, le professeur est là. Connectez-vous. Professeur, bonjour. Les amis, désactivez vos micros. Désactivez les micros. Désactivez les micros. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Oh, bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Bonjour, prof. Bonjour, professeur. Professeur, vous êtes, si vous pouvez voir sur votre écran, devant l'auditoire. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, professeur, nous vous suivons. Essayez d'activer votre son là-bas. Nous vous suivons, professeur. Nous sommes là. Et d'ailleurs, il y a les camarades qui sont là également à l'auditoire. Si vous pouvez voir sur votre écran. Vous les voyez, n'est-ce pas, professeur?
Bon, est-ce que maintenant vous m'attendez? C'est ça le problème. Parce que je ne sais pas si vous m'attendez. Je vois vos micros désactivés, effectivement. Est-ce que... Ah, OK. Donc, vous m'écoutez. Maintenant, je voulais me rassurer que... Ah, donc, vous m'écoutez, ben, c'est bien. Alors, donc, on va commencer. Maintenant, la question que je me pose, comment vous allez réagir si j'ai une question à poser? Est-ce que vous serez, sincèrement, cette technologie, bon, ce n'est pas grave. Donc, je peux commencer, c'est ça, hein? Mais comment vous n'allez pas me répondre? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez me répondre? Est-ce que c'est moi qui ai désactivé des choses ou comment? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux toucher pour que vous puissiez me répondre? Ah, OK, c'est bon. Ça va. C'est très bien. Donc, ça va, comme vous voulez. Ce n'est pas grave. Donc, nous allons commencer. Donc, si vous ne m'écoutez pas, vous réagissez directement alors. Donc, c'est bien. Donc, on va activer les micros, le temps de réaction, puis on désactive après. D'accord. Bon, ça va. Pourvu que vous puissiez m'écouter. Bon, voilà, nous sommes maintenant au deuxième chapitre. Nous sommes au deuxième chapitre. Et comme nous courons derrière le temps avec le méga, hier, nous avons parlé, la question qu'on s'était posée hier, c'était c'est quoi l'ornithologie? Nous avons défini l'ornithologie. Nous avons défini également un oiseau et nous avons dit que toute cette définition était très, très, très utile parce que n'importe quelle recherche qu'on peut faire, on ne peut pas commencer à faire une recherche sans connaître ce qu'on veut faire. Donc, il faut connaître, bien identifier l'animal, l'espèce végétale ou l'espèce animale, il faut toujours commencer par là. Et je vous ai donné un exemple de notre ami qui avait travaillé, qui croyait travailler sur un chat, mais en réalité, c'était une autre espèce. Et il a tiré des conclusions, mais aujourd'hui, les choses, à principe, c'est un travail qui devait être rejeté. Donc, voilà pourquoi nous devons connaître. Et j'ai vraiment insisté sur le fait que nous ne faisons pas l'ornithologie seulement pour avoir les points, vous en aurez, ça c'est évident. Et le plus important, c'est que tout ce qu'on vous donne, il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'on peut, moi je peux utiliser pour devenir pionnier. Donc, on ne peut pas continuer à pleurer et ce qu'on vous donne, c'est pour que vous puissiez les utiliser pour rendre service à la nation, pour que vous puissiez devenir grand à partir de là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du deuxième chapitre et nous allons nous efforcer à vous donner les grandes lignes pour qu'on finisse avec notre cours de l'ornithologie et la suite, ça sera vous. Alors, le deuxième chapitre, nous avons commencé par l'intérêt de l'ornithologie. Nous avons montré que l'ornithologie et surtout avec cette diversité des oiseaux que nous avons. Et la ville de Kinshasa en elle-même représente 11% des oiseaux du Congo. 11% que nous avons, ça c'est selon les données. Je vais vous donner à la fin l'article des professeurs Punga et Ifuta de 2015. Donc 11% d'espèces d'oiseaux que nous avons. Nous en avons aussi à Kinshasa. Donc, avec toutes ces espèces d'oiseaux, cette avifaune riche et diversifiée, nous avons la possibilité de développer l'écotourisme. L'écotourisme dans le monde entier, vous avez l'exemple du Canada, des États-Unis, même en Europe, ça tire beaucoup. Donc, c'est vraiment une source importante de devises pour un pays. Une source importante. Donc, si c'est bien structuré, bien organisé, et surtout, s'il y a la sécurité dans les pays où les gens peuvent circuler librement, on peut avoir beaucoup d'argent à partir de l'écotourisme. Parce qu'avec l'écotourisme, nous allons vendre, les hôtels vont fonctionner parce que quand le visiteur arrive, ils vont occuper les hôtels, ils nous amènent des devises, les restaurants vont fonctionner, le transport va encore fonctionner, les taximens vont trouver. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vraiment amener des devises rien qu'à partir de l'écotourisme.
Nous avons dit aussi que les oiseaux ont un rôle pédagogique. Pourquoi? Parce que ce qui facilite ces rôles, cet intérêt pédagogique, c'est leur variété. Les oiseaux ont donc une grande variété et puis la plupart d'entre eux sont diurnes. Donc on peut bien le visualiser souvent le jour, on peut voir les oiseaux. Et les oiseaux sont présents dans tout le milieu, y compris en ville. Donc, il suffit seulement de regarder à travers la fenêtre. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la forêt pour voir les oiseaux. Regardez à travers la fenêtre, vous allez voir les oiseaux dehors. Donc, ça, c'est déjà magnifique. Magnifique comme rôle pédagogique. L'observation des oiseaux est aussi facile. C'est facile. Donc, comme je disais, à travers la fenêtre, vous regardez pour observer les oiseaux. Nous avons vu dans le premier chapitre les appareils qu'on peut utiliser pour voir les oiseaux qu'on ne peut pas capturer de près. Et les oiseaux constituent un outil exceptionnel à la sensibilisation, à la préservation des ressources naturelles. Donc, en d'autres termes, on peut utiliser les oiseaux comme bio-indicateurs de la qualité de l'environnement. Il y a des espèces comme le martin pêcher-épée. On peut évaluer la stabilité, la quiétude de l'environnement à partir de la présence de oiseaux. Je vous ai donné un exemple dans les livres, comment produire un document scientifique de qualité. Vous allez voir comment on peut utiliser les oiseaux comme indicateurs de la pollution. Pollution par le plomb, pollution par les métaux lourds, en bref. Les oiseaux aussi, comme outil exceptionnel à la sensibilisation, les oiseaux peuvent aussi être utilisés comme outil exceptionnel à l'éveil scientifique par l'observation précise. Je vous ai dit qu'on peut développer les sens de l'observation à partir des oiseaux. Ça, c'est très important. Et la curiosité, ça, lorsqu'on observe, on regarde ce que les oiseaux font, comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, on étudie le régime alimentaire, et ça développe l'esprit d'observation, l'esprit scientifique. L'éveil esthétique aussi, bien entendu. Alors, autre rôle aussi, la consommation locale. On n'a pas parlé de ça. Les oiseaux sont consommés. Vous avez les cas des tourterelles, les pintades, les francolins. Ce sont aussi une source d'alimentation. Vous voyez que nous avons vraiment l'obligation d'étudier cette espèce-ci, plutôt cette classe des oiseaux. Nous avons l'obligation d'étudier. Donc, c'est aussi une source d'alimentation. Donc, là, presque toutes les populations du monde consomment les poissons, je voulais dire, excusez-moi, les oiseaux. Alors, voilà, les oiseaux, c'est aussi une source économique. Nous avons l'exploitation d'oiseaux vivants. Vous avez les cas de perroquets gris. Les perroquets, les paons congolais, les grands serpentins, les ventous, ce sont des espèces qu'on peut vendre. Bon, évidemment, la vente est limitée, ce n'est pas n'importe quoi, il faut avoir le permis, normalement. Même dans notre pays, vous ne pouvez pas vous permettre de commencer à vendre les perroquets. L'ornement des costumes de chefs coutumiers congolais, par exemple, des plumes, on l'utilise aussi dans nos cultures. Certains chefs coutumiers, quand vous allez au plateau de Batéké ou dans nos villages, Bakongo, Congo central ou Bandoudou, vous allez voir que le chef utilise parfois des plumes rouges sur leur costume et ce qui symbolise l'autorité et la force. Donc, vous voyez, dans la culture, dans tout ce que nous faisons, dans l'économie, consommation, les oiseaux sont très importants et on l'utilise toujours. Leur pouvoirs. Utilisation dans les pratiques religieuses et thérapeutiques. Par exemple, vous savez, les guépis ici, les cadres au Bénin, par exemple, on utilise ça souvent au Bénin. Donc, dans les pratiques religieuses, vous avez certains oiseaux comme l'hibou. Quand vous voyez cet oiseau-là la nuit, vous avez un sorcier, mais finalement, ce n'est pas le sorcier, mais ce sont des oiseaux nocturnes. Mais du moins, on utilise aussi les oiseaux dans les pratiques religieuses. Donc, vous voyez, partout où nous sommes, nous avons les oiseaux. Les oiseaux nous collent partout. Donc, ce sont des espèces, une classe qui mérite d'être étudiée. Vous avez ici, ce sont de vieilles données qui nous donnent une petite idée de l'écotourisme, qui peut aussi être une opportunité pour la RDC. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à souhaiter qu'il y ait la paix à l'Est,
qu'il y ait la paix dans nos provinces, parce que le frein à l'écotourisme, c'est l'insécurité, le braconnage. Mes amis, vous n'avez pas d'idée de manque en gagner, combien la RDC perd avec cette insécurité à l'Est, parce que vous savez, dans les régions de montagne à l'Est, nous avons une diversité étonnante des oiseaux. Non seulement des oiseaux, il y a d'autres espèces animales, mais si puisque nous sommes intelligents ou pas d'oiseaux, mais qui peut avoir le courage d'aller se promener dans cette forêt-là pour aller chercher, pour aller observer les oiseaux? Personne. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment le manque à gagner. Nous perdons beaucoup d'argent. Donc, tout Congolais est obligé de souhaiter qu'il y ait la paix. Nous devons vraiment, parce que cette guerre, cette insécurité nous fait perdre des millions d'argent. Regardez, en Grande-Bretagne, les citadins, ici nous sommes en 1998, les citadins qui dépensent chaque année près de 7,5 milliards de dollars pour aller observer. Donc, dans ces chiffres-là, vous allez voir qu'en bas, aux États-Unis, on nous a donné ici. Regardez ici le diagramme. On nous donne maintenant cet argent-là. Ce n'est pas que, bon, du coup, on dépense au regard des oiseaux. Non, regardez, ici, vous avez la répartition par poste de dépenses domestiques des ornithologues. Ça, c'est la répartition. Les livres, je vous ai montré hier. Hier, je vous ai montré le livre. Regardez, ça. Vous avez ceci, le guide. Donc, nous prenons les livres. Je sais pas, ici, le prix, c'était combien? C'était environ 8 dollars. Je prends le jumelle. Je prends la tente, le filet japonais, tout ce qu'on utilise, les dépliants, la restauration, les véhicules, tout ça compte dans l'écotourisme. Et tout ça, ce sont donc une logistique qu'on utilise pour aller observer les oiseaux. Et l'argent va où? L'argent reste dans les pays. Les gens qui viennent, le visiteur qui arrive, ils apportent de l'argent. Parce qu'à ce moment-là, les hôtels fonctionnent, vous avez le repas, et vous avez les véhicules, les locations, et c'est l'argent qui entre dans les pays. Ça, c'est l'écotourisme. Alors, pour ce faire, il faut qu'il y ait, et ça je répète et je souligne cela, la sécurité. Donc, il faut qu'il y ait la sécurité. Dès que la RDC, ce n'est pas bien. Vous savez, quand on dit que la RDC est une zone rouge, ne vous réjouissez pas. C'est le manque à gagner pour nous tous. Donc, nous avons tout intérêt à souhaiter que la RDC puisse devenir une zone verte. Parce que les touristes, quand ils se déplacent, ils regardent d'abord la situation politique. Ils regardent la sécurité, est-ce que tout va bien. Avant de s'hasarder, vous n'allez pas accepter d'aller, par exemple, en Syrie. Si on dit aller visiter Syrie, vous allez refuser parce que vous savez ce qui se passe là-bas. La frontière Syrie-Turquie, vous n'allez pas accepter. Mais il y a des sites touristiques, des lieux historiques, il y en a, mais vous n'allez pas accepter. Ça inquiète. Même moi, personnellement, si on me demande d'aller faire l'ornithologie à l'est, juste vers Beni, là où parfois il y a les ADF, mais je suis sûr que je suis congolais, mais j'aurais peur d'aller. On ne peut pas prendre ces risques-là. Ce sont des zones très, très, très dangereuses. Alors, c'est le manque à gagner pour les pays. Voilà, tout ça, ce sont des détails qu'on vous donne. Ici, nous sommes en 1988. Hein, vous voyez, ça, ce sont des chiffres vrais. En Afrique du Sud, l'observation des oiseaux a contribué pour plus de 11,5 milliards de dollars par an à l'économie du pays. Ça, c'est énorme, c'est magnifique. 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 Donc, ça signifie que même nous aussi, nous pouvons développer l'écotourisme basé sur l'observation des oiseaux. Regarde les livres. C'est pour dire qu'il y a un intérêt. Parce que, comme je disais, c'est facile à observer. Le tourisme qui apporte beaucoup plus d'argent, l'écotourisme, c'est l'écotourisme des oiseaux. Mais les mammifères, c'est difficile d'observer les mammifères. Les oiseaux, c'est plus facile. Les gens sont beaucoup plus attirés par les oiseaux que les autres classes. Donc, mettez ça dans votre tête. Considérez ça, c'est un projet à long terme. Dites-vous que demain, je pourrais faire ça.
Dites-vous que demain, ce n'est pas exclu, je serai responsable du ministère de l'Environnement, je serai président de la République, je serai au Parlement. C'est un projet que moi, je vais développer. Lorsque j'aurai la parole devant le député, moi, je puisse insister sur le développement de l'écotourisme et puisque j'ai toutes les compétences, je vais me focaliser et je serai pionnier dans ce domaine. Dites-vous ça. Les oiseaux, intérêt écologique. Oui, ça, l'équilibre et dissémination d'espèces végétales. Vous avez les cas des oiseaux granivores et les nectarivores. Donc, voilà, ça, c'est un rôle. Donc, vous avez l'équilibre de dissémination. Quand les oiseaux mangent, avalent, n'est-ce pas, ils vont défecter ailleurs des graines d'une région à l'autre. Vous avez la dissémination des espèces végétales. Vous avez aussi la fécondation croisée. Parce que cet oiseau qui va se nourrir ici, qui va se nourrir là, ainsi de suite, en se déplaçant, l'oiseau déplace les grains de pollen d'une fleur à l'autre. On appelle ça la fécondation croisée. Parce qu'il y a des espèces qui ne peuvent pas, la disposition donc, ça dit qu'ils ne peuvent pas se reproduire seules. Il faut qu'il y ait le transport de grains de pollen d'une fleur à l'autre pour féconder. La diversification aussi, voyez, ça, c'est l'équilibre et dissémination des espèces végétales. Vous avez ces petits oiseaux-ci, ça c'est, vous trouverez ça sur, ça c'est moi, voyez, oh, excusez-moi. Vous avez ces petits oiseaux-ci, martin pêcheur, UP. Le martin pêcheur est un bon indicateur de la qualité de l'habitat. Un bon indicateur. Donc, ça dit qu'on peut comprendre que si l'habitat est perturbé ou non perturbé, ça, c'est la stratégie de l'évaluation de l'environnement. Ça, c'est pour les experts. Vous, quand on vous envoie quelque part, on vous pose la question. Vous ne pouvez pas commencer à crier comme un syndicaliste. Vous n'êtes pas discret. Vous êtes des scientifiques. Voilà, on dit la forêt de monastère est perturbée. Oui, monsieur, démontrez-nous que c'est perturbé. Mais regarde, les gens consultent tout autour, mais ça ne suffit pas. Démontrez-nous scientifiquement qu'effectivement la forêt est perturbée. Ça, c'est un indicateur de la perturbation du milieu. Le martin pêcheur, vous allez voir ça dans mes articles, dans ma thèse. Députréfaction. Vous avez les charognards, les cas de vautours. Quand le cadavre tout autour du village des animaux qu'ils viennent manger, et lorsqu'ils mangent les cadavres, ils nous éloignent d'autres maladies, des odeurs de maladies. Donc ça, c'est aussi un rôle écologique. Donc, équilibre, bon indicateur, députréfaction, ce sont des rôles écologiques des oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi une source de problèmes économiques. Voilà, ça, ce sont des oiseaux qui sont considérés comme, ça c'est héros, considérés comme concurrents. Vous avez les héros et les cormorans. Ça, c'est les cormorans qui sont tués. Et par le fait que ce sont des oiseaux piscivores, consomment le poisson, il y a certains pêcheurs ou éleveurs de poissons qui les considèrent comme concurrents indésirables. Concurrents indésirables pour le poisson. Donc, il y a d'autres qui les considèrent comme concurrents indésirables pour les poissons. Donc c'est une source de problème. Les études que moi je fais, j'ai publié un article sur le régime alimentaire de martin pêcheur. L'idée était de démontrer, de voici réellement, le martin pêcheur UPE, c'est un concurrent et considéré à raison ou à tort comme concurrent indésirable pour les éleveurs de poissons. Il a fallu, vous allez lire dans le lien que je vous donnerai, je vais vous envoyer un lien où vous allez vous amuser. Vous allez voir comment nous avons pu démontrer que c'est à tort que le martin pêcheur a été tué, a été chassé, lorsqu'on le voit aux alentours des étangs, croyant que les étangs, cette année, il n'y a pas eu de production, il n'y a pas eu beaucoup de poissons parce que nous avons eu une population importante de martins pêcheurs aux alentours. C'était à tort qu'on l'accusait. Voilà, avec cette recherche,
Ça a permis aux éleveurs de poissons du monastère, avant que non, on croyait que c'était les martins pêcheurs. Cet aspect est exclu avec l'étude des professeurs Pissassa à l'époque, chef de travaux. Il faut beaucoup plus se focaliser sur le régime alimentaire des poissons là-dedans. Donc, ça n'a rien à voir avec les autres. Donc, c'était des mythes qu'on avait. Quand je démontrais quantitativement et qualitativement les poissons consommés par le martin pêcheur qu'on voit, ils se sont dit, ah, mais désolé, professeur, on les tue souvent, on détruit leur nid, mais on a compris aujourd'hui que c'est à tort qu'on les accusait. J'ai pu sauver le martin pêcheur IP du monastère. Et je les ai aidés à trouver des solutions pour les États. Parce qu'ils ont compris que non, laissons les martins pêcheurs tranquilles. Nous devons bien entretenir nos États. On doit améliorer la qualité des aliments pour que nos poissons se reproduisent. Ça, nous sommes en 2007. Ça, c'est un travail d'expert, un travail scientifique, un travail fait avec amour. Donc, aimez ce que vous faites, mes amis, et vous irez trop loin. Vous avez aussi le Kéla. Ça, c'est aussi un problème dans l'agriculture. Hein? Ça, c'est un problème aussi oiseaux granivores. C'est un problème source aussi de conflits avec les humains. Pourquoi pas l'écotourisme basé sur l'observation des oiseaux en RDC? C'est comme je vous disais, nous avons la possibilité aussi de faire de l'écotourisme. Pourquoi? Parce qu'en RDC, nous avons... Out of time. Wow! Out. Vous me suivez? Out of time. We are removing the 14-minute time limiting on your crop meeting. Ah! Vous me suivez, mes amis? Donc, mais le temps passe vite, hein? What can do now? Bon. Est-ce que vous me suivez toujours, hein? Manifestez, s'il vous plaît. On peut manifester parce qu'on me quitte déjà qu'il est temps. Bon, on continue. Donc ici, c'est très bien. C'est très bien. Alors, on continue parce qu'on me dit déjà qu'on a 40 minutes, donc on doit aller vite. Alors, l'information de base, donc ici, nous avons aussi la possibilité de faire de l'écotourisme à RDC. Alors, quelques espèces que nous avons au Congo qu'on peut commercialiser, voilà, vous avez ici le perroquet gris, les grands serpentaires congolais, et là, ça ce sont les espèces endémiques qu'on trouve dans notre pays. Et voilà. Ici, le chapitre 3, en rapport avec l'identification des oiseaux. Comme je le disais, l'identification, nous avons deux types d'identification. Nous avons l'identification par l'INE, qui est basée sur les observations et la comparaison. Donc, bien observer et bien comparer. Alors, on observe, on regarde un oiseau et on compare quoi? On compare ce que nous voyons, l'oiseau qui est en face de nous et ce qui est dans le guide d'utilisation des oiseaux. On regarde si c'est la même chose. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment bien observer. J'ai cet oiseau-ci, cet oiseau que nous avons ici, Suimanga. Suimanga, nous avons aussi le Suimanga à poitrine rouge. Suimanga à poitrine rouge. Je prends cet oiseau, ça c'est un Suimanga qui est capturé, ou la photo de ce Suimanga, c'est au Québec. Suimanga, c'est un nom vernaculaire. Mais je prends cet oiseau, nous en avons aussi au Congo, au monastère, nous en avons. Mais je regarde, est-ce qu'il s'agit d'une même espèce? J'observe, je compare quoi? Je compare la forme des pattes, je compare les remises primaires, remises scolaires, secondaires, je compare le rectrice, le plume de la queue, je compare la poitrine, je compare l'iris, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle comparer. Et c'est sur base de ça, vous allez voir les détails au TP, c'est sur base de ça qu'on finit par dire qu'il s'agit bel et bien de telle espèce d'oiseau. C'est ça qu'on appelle bien observer et bien comparer. Ce sont deux principes, bien observer et bien comparer. On compare où? On compare avec l'espèce qui est déjà bien identifiée. C'est-à-dire qu'on observe une espèce qu'on veut identifier et on compare cette espèce-là à l'espèce déjà identifiée.
Et cette espèce identifiée est où? Est dans les guides d'utilisation des oiseaux. Guide d'identification des oiseaux. Et comme je disais, faites attention, l'espèce que vous avez en face de vous, il faut regarder si c'est un jeune, mâle ou femelle. Parce que vous pouvez avoir la morphologie, aussi la couleur de plume ou la forme peut changer d'une espèce, peut changer à fonction de l'âge, de sexe, ou voire même pendant la période de la parade amoureuse ou sexuelle. Ça peut aussi changer, mais il s'agit toujours d'une même espèce. Donc ça, il faut tenir compte de cela. Vous avez aussi une autre classification, c'est trop petit, la classification phylogénétique. Ici, la classification phylogénétique, ça se base ici, on observe les espèces après avoir fini, parce qu'il n'y a pas trop de précision avec l'INE qui consiste à observer, comparer. On peut observer, comparer, on peut se tromper. Là, il faut aller au niveau maintenant moléculaire. Là, on fait le PCR. Le PCR, on essaie de comparer au niveau moléculaire, donc voir un peu s'il y a de ressemblance. Donc ici, on cherche de ressemblance au niveau moléculaire. Ça, vous allez voir ça en biologie moléculaire. Je crois que vous avez dit ça avec les professeurs Nyamangombe. On vous a donné une idée de PCR, comment on utilise, là, on fait la phylogénie ou la phylogénétique. Donc ici, avec le professeur Nyamangombe, il peut vous donner beaucoup plus de détails. Ici, donc, nous sommes vraiment au niveau moléculaire. C'est ici qu'on fait également le test. Donc, on fait le test de l'ADN pour voir s'il y a une différence entre ou ressemblance entre des organismes. Ce qu'on fait même lorsqu'on doute de la paternité, on fait la classification phylogénétique. Donc, pour voir la filiation, c'est ici, ce sont des tests moléculaires. Alors, comme d'habitude, ici, c'est aussi facultatif. Vous allez voir, trouver les caractéristiques générales, spécifiques de chaque ordre entre les familles d'un ordre évolutif d'un ordre à l'autre. Donc, ici, vous essayez de voir, vous avez toute une liste qui varie à fonction. Cette liste a été établie lors du congrès ornithologique international de Tokyo, organisé à Tokyo en 2014. Mais ça varie d'une année, ça varie après chaque 5 ans. Chaque 5 ans, les zoologistes se retrouvent pour essayer d'actualiser la liste à fonction des analyses moléculaires. On voit que non, les espèces qui étaient ensemble, qu'on croyait que c'était le même espèce, lorsqu'on fait les analyses, on réalise que non, il ne s'agit pas de même espèce, il s'agit donc des espèces différentes à partir de l'analyse moléculaire. Alors, ici, vous avez le plus important ici pour lire maintenant cette liste des ordres de famille alliés selon la classification du congrès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est question de voir d'un ordre à l'ordre quelles sont les caractéristiques générales et les caractéristiques évolutives. Les caractéristiques générales, c'est ce qui regroupe les ordres, mais évolutif, c'est ce qui fait qu'un ordre puisse être différent de l'autre. On appelle ça caractéristique évolutive, générale, évolutive. C'est ou spécifique. Lorsqu'il y a un caractère spécifique qui apparaît à ce moment-là, l'espèce quitte dans un autre et entre dans l'autre. Donc, général, on les classe ensemble. Et qu'est-ce qui est de particulier qu'on ne trouve pas ailleurs? C'est ça qu'on appelle le caractéristique évolutif. Et qui permet de différencier les gens. Et ça se passe comment? Vous avez, c'est basé sur la morphologie et aussi sur la phylogénie ou l'analyse moléculaire. Vous avez ici les cas, par exemple, comme premier ordre, le Tinamiformes. Tinamiformes, vous avez comme caractère les espèces ici, les espèces qu'on trouve dans cet ordre-ci ont comme caractère généraux la présence des bréchets et ailes fonctionnelles. Donc, présence des bréchets et ailes fonctionnelles. C'est-à-dire que ces espèces peuvent s'envoler. Les ailes sont fonctionnelles. Ça, c'est caractéristique générale des espèces qu'on trouve dans cet ordre de Tinamiformes. Les noms proviennent de la famille des Tinamidés et vous avez les Tinamous. Alors, caractère spécifique. Spécifique, pattes courtes et fortes, queue rudimentaire, plumes striées,
à certains endroits. Ça, c'est la description. Cette particularité, on trouve cette particularité dans cet ordre de Tinamniformes. Donc, vous voyez, on observe, on décrit et on doit être précis dans la description. Et c'est ce qui fait qu'on appelle cet ordre de Tinamniformes. Vous avez ici le Sciotiniformes, Autriche. Alors, caractères généraux, L non fonctionnel, s'abrècher. Par rapport à l'autre, ici, nous avons dit présence des bréchets. Pour l'Autriche, il n'y a pas de bréchets. Donc, ce sont deux ordres différents. Pattes didactyle et langue. Vous connaissez ce qu'on appelle pattes didactyle et langue. Hier, il y a votre collègue Munda Bissalé qui a essayé de nous expliquer cela. Hein, elle a découvert, elle a vu dans les notes, Munda Bissalé, elle a dit ça. Vous avez ici l'aile, patte didactyle et longue. Oiseau énorme, cou long. Ça, c'est caractéristique ici. Ça, c'est c'est-à-dire quand on peut enlever la photo, mais on te dit, on te donne ces caractéristiques, on va dire, ah oui, c'est comme génie en herbe. On dit, ah oui, il s'agit de l'Autriche. C'est comme génie en herbe. Regarde, cette espèce ici, ça se ressemble un peu avec l'Autriche, mais ce n'est pas l'Autriche. Ce n'est pas l'Autriche. C'est différent. Ça, c'est Nanou. Ça, c'est Nadou. Nadou d'Amérique. Mais quand on voit que c'est l'Autriche. Pourquoi la différence? La plus grande différence, c'est ça. Patte tridactyle. Mais là, patte, c'est didactyle. Ici, patte tridactyle. Quand on regarde, c'est patte 3. De l'autre côté, c'est 2. Donc, ce n'est pas l'Autriche. Quand vous regardez, vous pouvez dire, ah, ça, c'est l'Autriche. Non, ce n'est pas l'Autriche. Ça, c'est patte didactyle. Ça, c'est une caractéristique très importante. Patte tridactyle. Donc, c'est un autre ordre. L'ordre des réformes. C'est très facile à s'amuser ici. Casuariformes. Ici, la caractéristique principale, c'est la présence de casques. Casque là. Ça, c'est la caractéristique principale. Le nombre de carotiles, pas de rétrices, pas de rémiges en forme de épines. Une prominence sur la tête en forme de casse. Voilà, c'est ça la caractéristique de cet ordre. Donc, c'est comme ça qu'on classe. C'est ça la classification. C'est sur base de ce qu'on observe, on cherche des choses pointues et on évolue. Vous avez ici, ça c'est les kiwis. Kiwi, c'est une espèce à stratégie de reproduction K. Donc, qui se reproduisent un peu difficilement, avec un œuf par an. Pas de bréchet, aile atrophiée, vestigale, sans queue, plume, sous forme de fibris à la veille, sans tactile élevé. Voilà. Plume sous forme de poils. Oui, il y a une question? Il y a une question? Ah oui, d'accord. Alors, plume sous forme de poils. Alors, donc, on continue. Il y a beaucoup d'espèces ici. Vous allez voir, comme vous avez la possibilité d'avoir le lien, caractère spécifique ici, voilà comment ça se présente. Voilà, ça, vous connaissez. Vous avez déjà mangé ça, je m'imagine. Alors, constitution massif, bec épais, pattes fortes, ailes courtes. Bref description, mais qui caractérise cette espèce qu'on appelle Numida pelagis. C'est caille que vous appelez ça, si je ne me trompe pas. Alors, vous avez ça ici, grande, donc plumage grande à partie gris-noir, bec à la forme d'un poignard. Ça, c'est ça sa caractéristique, forme bec à la forme d'un poignard. Ça, c'est la caractéristique principale. Ça, c'est la caractéristique des espèces ici, dans cet ordre. Donc, dans chaque ordre, on prend une espèce, et cette espèce, quand vous allez regarder, ici d'ailleurs, on dit qu'il y a une seule famille dans cet ordre-ci. Une seule famille, vous avez une seule famille, en genre, et uniquement 5 espèces ici, qui ont cette forme. La caractéristique ici, vous avez
le bec à la forme d'un poignard. Les espèces qui se retrouvent là. Ça, le mâchon, vous voyez, ça se connaît. Ici, vous avez l'océanite cendre. Il porte des narines tubulaires dotées de glandes à sel, ici. Glandes à sel. Les espèces ici, nous avons 4 familles, 26 genres et 142, ici il y a quand même beaucoup d'espèces, 142. Et toutes les espèces, les 142 espèces que nous avons dans cet ordre ici ont des narines tubulaires. Donc, les espèces qui ont des narines tubulaires, glandes à sel, forment l'ordre de Procellariiformes. Ça, c'est la caractéristique. Donc, ça veut dire que vous êtes quelque part, vous voyez, dès que vous voyez ça, du moins, même si vous ne connaissez pas le nom de l'espèce, mais par le fait que vous voyez cette glande, vous dites, ah, ça, mais comment vous avez su? Ben, je suis biologiste, parce qu'il faut faire semblant aussi. Je suis biologiste. Mais comment vous avez su? Mais vous-même, vous savez, quand vous regardez, vous voyez les indices, que donc, avec ça, c'est déjà, au lieu d'aller plus loin, il s'agit d'une espèce de l'ordre des Procellariiformes. Pourquoi? Parce qu'à cause de la présence de cette glande. Et vous passez. Vous avez ici les Podicédiformes, une famille, Sujar 23. La particularité, les noms même, l'origine de ces noms, podicipe, ces noms, les podiceps, proviennent de quoi? Des pattes. Les pattes sont en arrière. Regardez le reste du corps, les pattes sont vraiment un peu en arrière. Donc, long corps et pattes en arrière. Bec pointu, doigts lobés, queue réduite. Les doigts lobés, il faut voir dans la... C'est ça, regardez comment les doigts sont lobés. Ce sont des caractéristiques. C'est-à-dire qu'ici, ce que je vous disais, que ce sont des prérequis, les généralités qu'on vous a données, vous devez vous habituer avec, parce que dans l'identification, vous aurez besoin doigts lobés, queue réduite, pattes, les pattes sont en arrière. Et c'est ça même l'origine de ce nom, de la famille. Donc, la caractéristique de cette famille principale, c'est quoi? C'est long corps et pattes en arrière. C'est ça l'origine de ce nom. Alors, ici, nous avons les flamands. Les flamands, vous connaissez, avec une famille, 3 genres, 6 espèces, flamands des Caraïbes, et longue patte, long cou, mandibule inférieure plus développée que la supérieure. Alors, si vous ne connaissez pas c'est quoi mandibule, vous commencez à vous regarder dans le cri mandibule, on suppose que vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas ce terme, ça devient très compliqué. Ici, vous avez cette espèce ici, donc vous allez voir la suite dans les notes. Regardez ici, l'ombrette africaine, ombrette du Sénégal, c'est la même chose. Regardez la forme de bec. C'est la même chose. La même chose. Donc, ce sont les espèces qu'on trouve 2 familles différentes, mais dans un même ordre. Ce sont 2 familles différentes. Ça, c'est la famille de Socopidés. Ça, c'est la famille des Banécépidés. Mais on trouve ça en Afrique, au Congo, nous en avons 2 familles différentes, mais qui se trouvent dans un même ordre. Pourquoi? À cause de leur forme de bec. C'est ça la caractéristique principale. Vous avez ici le pélicanidé. Le pélicanidé, le pélican, regardez. La caractéristique principale ici, il y a une poche. Donc, grand bec muni d'une volumineuse poche extensive. Ça, c'est la caractéristique principale des pélicans. Cette caractéristique, vous trouverez également chez la frégate du Pacifique. Là, je vous parlais de l'envergure. L'envergure de 2,3 mètres. Vous imaginez l'envergure quand l'animal fait ça? Ça, c'est l'envergure. Donc, la frégate, cette espèce ici peut parcourir des kilomètres, peut faire 2 jours sans descendre au sol. 2 jours dans l'air. La frégate. La frégate parcourt des kilomètres. Oui, Nathan méthode. La question, j'ai lu, qu'est-ce qu'il est? Nathan, est-ce que vous avez une question? Voilà. Distinctif des oiseaux, à part la présence des poils, nous peut-on ajouter la présence du bec aussi? Du bec, à mon avis, c'est un caractère qui n'est pas présent chez les autres groupes d'animaux.
prière, désactiver mon micro. Ah, mais comment? Oui, mais c'est ça qu'il fallait me demander. Mais comment je vais désactiver mon micro? C'est ça la question que je me posais, parce que moi, je parle comme une machine là. Mais comment je vais désactiver le micro? Je vais voir un peu. Désactiver ou désactiver les micros. Comment je vais désactiver les micros, c'est ça. Alors, qui peut me dire maintenant où je vais appuyer pour désactiver les micros? C'est ça. Comment je vais désactiver les micros? C'est ça le problème. Il ne faut pas que je touche à quelque chose et puis ça devient encore compliqué. C'est ça la peur. Comment je vais désactiver vos micros? Vous allez prier de désactiver le micro. Je ne sais pas comment je vais désactiver vos micros. Bon, allô? Est-ce qu'on me suit toujours ou... Je ne sais pas comment je vais désactiver les micros, mais il faut qu'on continue. Participant. On vous suit. Ah, ok. Mais c'est triste parce que je ne sais pas. Participer tout. Non. Est-ce que on a... Je suis quand même curieux. Bon, je continue parce que je cherche, je cherche à désactiver, mais je n'arrive pas. Participer. Oui, professeur. Je peux parler? C'est ça. Oui, vous cliquez sur votre écran. Oui, c'est déjà fait, professeur. C'est déjà fait. Nous sommes déjà en mesure de parler, professeur. Ça. Professeur, vous m'entendez? Bon, on continue, mes amis, sinon on risque de... On risque de perturber. Bon, on continue parce qu'on risque de... Parce que c'est vous qui devez désactiver vos micros, si j'imagine. Bon. Alors, donc, je disais que nous avons ici l'envergure. Je vous avais parlé de l'envergure, hein, que plus la taille de... Je vous avais dit que plus... Est-ce que vous me voyez aussi? Mais je viens de disparaître encore là, mais je ne sais pas si ça on me voit. Est-ce qu'on me voit? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Ah, bien. Bon. Alors donc, je parlais de l'envergure. Hein. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'envergure. Je vous ai dit que plus la distance entre les ailes est plus longue, plus l'animal vole plus loin. Donc ici, la caractéristique dans ce groupe ici, vous avez juste dans les siliformes, vous avez... Alors la question qu'on avait posée pour le bec, est-ce que les crocodiles, les crocodiles
a une bouche. On appelle ça bouche ou mandibule pour les insectes. OK, c'est bon, merci. Pour les insectes, on parle de la bouche ou mandibule. Les insectes ont la bouche ou mandibule. Les insectes ont les mandibules. On trouve aussi les mandibules chez les insectes. On trouve les mandibules chez les oiseaux. Et le reptile, je ne sais pas si on parle de la bouche ou on parle aussi de mandibule, ou je ne sais pas, mais mandibule, c'est un peu une bouche qui est un peu, qui devient un peu dure. Les insectes ont sur le mandibule. Donc, si nous considérons, parce qu'il faut une caractéristique qui est vraiment spécifique, mais il y a des mandibules. Dans la classe des insectes anthropodes, nous avons des mandibules. C'est pour cela, considérer le mandibule comme caractéristique principale, je trouve, que définir les oiseaux sur base de bec ou mandibule, ça devient très compliqué. Mais par contre, on considère beaucoup plus les plumes. C'est vraiment spécifique. Même les cuits, ce sont des plumes qui ont pris un peu la forme de poils, mais quand on regarde au fond, c'est toujours de plumes. Ça, la caractéristique ici. Le dernier point que nous allons voir, mes amis, ça c'est très important, et récemment nous sommes arrivés là parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas de connexion. Maintenant, nous avons vu pourquoi l'ornithologie. Nous avons vu les détails, comme vous dites, pour la systématique. Hein. Il y a beaucoup d'ordres. Vous allez vous-même vous amuser avec ça parce qu'on ne peut pas aller. Il y a environ 46 dans le syllabus, donc on ne va aller pas plus loin. Mais je vous ai donné le principe de base, bien observer et bien comparer. Donc, le principe dans la systématique, c'est quoi? C'est bien observer et bien comparer. Ça, c'est le principe. Vous voyez, j'observe et je compare. Je compare où j'observe l'animal qui est en face de moi. Je les compare avec l'animal qui est déjà identifié et l'identification des animaux identifiés ou les oiseaux identifiés se trouvent dans le guide d'identification. C'est ça qu'on appelle bien identifier et comparer. Les astuces pour comparer, quand vous comparez, il faut tenir compte, vous avez un oiseau devant vous, rassurez-vous que c'est un adulte, rassurez-vous de son sexe, parce que vous pouvez vous tromper à cause de sexe. Vous croyez qu'il s'agit d'une autre espèce, maintenant il s'agit d'une même espèce, mais avec des colorations différentes. C'est le dimorphisme, on appelle ça dimorphisme sexuel. Donc, il faut vous en rassurer aussi. Donc, bien observer et bien comparer. C'est le principe que nous avons vu. Maintenant, nous passons au troisième point. Là, c'était comment faire de l'ornithologie. Maintenant, pourquoi l'ornithologie? Ici, je vous donne quelques cas. Nous sommes dans l'utilisation de l'ornithologie dans la société, le service que l'ornithologie peut rendre. En plus de ce que nous venons de voir, nous avons vu l'ornithologie, on étudie l'ornithologie parce que lorsque nous voulons exploiter certains animaux pour la consommation, nous devons connaître les régimes alimentaires, nous devons connaître leurs stratégies de reproduction parce que pour éviter la disparition des espèces. Quand vous consommez, vous capturez, il faut connaître les espèces à stratégie 1, les espèces à stratégie K. C'est très important. Pourquoi? Parce que les ressources du milieu où la biodiversité n'est pas inépuisable. Donc, vous consommez, mais il faut penser aussi à la pérennité de l'espèce, d'où il faut connaître le mode de vie de l'espèce. Ça, c'est très important. C'est comme vous avez un peu d'argent, quand vous consommez l'argent que vous avez, il faut penser à demain. Donc, de la même façon, même dans l'environnement, au niveau de la biodiversité, il faut savoir que quand vous capturez, il faut savoir qu'on capture les taux de production. Et quand vous augmentez, quand vous allez au-delà de la reproduction de l'espèce, on parle de la surexploitation. Et là, c'est dangereux pour la biodiversité. Alors, ici, je vous donne, à part l'écotourisme, à part les rôles pédagogiques, à part le rôle écologique, plutôt, je dirais, économique. Alors, concrètement aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ornithologie? Vous avez des travaux aussi. Premier travail que moi je vous donne, c'est sur 5 points que vous allez voir ça.
Vous avez ici, ça c'est un lien. Vous voyez, c'est un lien. Vous voyez ça, qu'est-ce que le message qu'on envoie ici? Voilà. Donc, effectivement, on parle aussi des becs pour le tortille. Pour la tortille, l'ornithorynque est un poisson qu'on nomme le poisson perroquet. Le bec n'est pas une caractéristique spécifique pour les oiseaux. Voilà, mes amis. Donc, c'est clair. C'est très bien. Donc, nous retenons le prix. Ça, c'est merveilleux. Cette interaction, cette participation, ça me fait grand plaisir. Vous participez vraiment très bien. Je suis content, je suis fier de vous. Alors, donc ici, vous avez cet article-ci. Si vous cliquez là, vous cliquez sur ce lien, vous allez voir le résumé de l'article de professeur Punga. Un article très intéressant où on résume tous les oiseaux. Du moins, à cette époque-là, en 2015, les professeurs Punga et Futa ont fait un inventaire systématique des oiseaux de Kinshasa. Et le lien est là. En plus de ceci, dans ces liens ici, je vais vous envoyer cet article. Pourquoi ici, vous avez juste le résumé? Mais par contre, ici aussi, vous aurez besoin juste de résumé pour répondre à la question. Là, vous aurez aussi besoin de résumé qui est dans ces liens ici. Ici, vous aurez aussi besoin de résumé, mais pour votre information, vous pouvez aller plus loin. Si vous cliquez dans ces liens, vous allez trouver le travail en PDF. Je pourrais aussi vous envoyer le travail en PDF là, pour vous montrer la beauté de l'ornithologie. Comment est-ce que l'ornithologie peut rendre service. Ici, vous avez la liste. Moi, ce qui m'intéresse comme travail de l'année pour le professeur Kisasa, 10 points pour le professeur Kisasa et 10 points pour l'assistant d'Yves Malekani. Donc, on a 20, donc chacun va gérer ses points. Lui, il va gérer ses 10 points. Moi, je vais gérer mes 10 points. Avec mes 10 points, ça, je ne parle même pas de ça parce que c'est lui-même qui va s'en occuper. Moi, je parle de points 1 et 2. Moi, vous allez me trouver quelques images de 20 espèces d'oiseaux au choix, identifiées par Punga et Ifuta dans cet article-ci. Donc, vous cherchez dans des photos. Donc, les images, vous pouvez trouver les images dans mon syllabus. Vous pouvez trouver les images sur Google, mais quand vous allez sur Google, faites attention, il faut vous assurer que les noms que le professeur Punga a trouvés, c'est vraiment cette espèce-là. Parce que Google, parfois, vous copiez les noms, vous mettez Google Images, ça peut vous donner une espèce, mais qui n'est pas forcément cette espèce-là. Nous avons cherché les images avec le professeur Punga quand on a voulu publier notre livre, Les oiseaux de Kinshasa. On avait des balles, mais vous pouvez quand même, peut-être besoin d'actualiser, il y a des espèces déjà. Donc, vous pouvez trouver les images dans le syllabus, c'est permis. Vous allez faire seulement copier-coller. Vous m'envoyez ça sur un papier Word, vous prenez les images, les photos, vous mettez ça. Soit vous pouvez, je préfère que vous fassiez ça, donc un travail d'équipe. Faites ça tout à l'heure. Donc, mettez-vous au travail, cherchez et le CP va tout coordonner et vous m'envoyez ces photos-là. Donc, ici, donc la liste, vous prenez dans la liste des professeurs Punga. Il y a beaucoup d'espèces, mais prenez juste 20 au choix. Et essayez de voir un peu, parce que dans l'article, il n'a pas mis les photos. Vous trouvez maintenant les photos de ces espèces-là. Trouvez les photos. Moi, je vais regarder si réellement, vous mettez la photo et puis vous mettez à côté les noms. Moi, je vais regarder si réellement les photos que vous avez trouvées, les images, correspondent bel et bien aux espèces trouvées par les professeurs, au nom. Donc, si les images correspondent au nom. C'est ce que moi, je veux voir. Et là, c'est sur 5 points. Alors, dans les articles ci-dessus, vous avez Kisasa et les professeurs Aloni. Vous avez cet article-ci, Migration and Emerging Zoonoses. Vous avez l'article de Robert Kisasa. Et ça, c'est un article qui est apparu récemment. C'est apparu quand? En 2021. C'est à peine que cet article vient d'apparaître. Vous allez voir, vous allez résumer les rôles. Vous allez résumer les rôles des oiseaux, les rôles socio-économiques des oiseaux, l'intérêt de l'étude des oiseaux dans ces 3 articles. Essayez de résumer. De quoi l'auteur parle? Quelle est l'importance des oiseaux dans ces 3 articles? Essayez de résumer ça. Vous résumez.
Ici, je préfère que chacun de vous m'écrive. Chacun de vous m'écrive. Et d'ailleurs, je trouve, je ne sais pas qu'est-ce que je faites à manifester-vous. Est-ce que pour le 20 ici, vous estimez, puisque j'ai dit à vos courriels, est-ce que chacun de vous peut m'envoyer ou vous faites un groupe? Comment vous trouvez pour l'article de professeur Punga? Vous voulez que chacun de vous m'envoie par courriel ou vous voulez que vous fassiez ça ensemble? Moi, je trouve que chacun de vous peut quand même s'efforcer de faire ses recherches. Comment, qu'est-ce que vous me dites? Personnellement, c'est mieux. Ah, donc, voilà, c'est mieux. Vous pouvez vous amuser. Chacun de vous essaie un peu de choisir ses espèces. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Personnel, oui. Oui, oui, oui. C'est bien parce que ça fait mon courriel. Oui, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Par groupe, il y a trop de désordre. Ah, voilà. Personnel, prof. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Ça me permet de vous connaître davantage. Je vous connais déjà, mais de me rappeler quand même de vos noms. Parce que si, par exemple, le premier article, vous avez un truc, vous mettez vos photos, vous envoyez, vous mettez chaque fois. Qu'est-ce qu'on écrit ici encore? Il y a un autre message. Bon, c'est bien. Alors, ici, donc, je crois que c'est un travail personnel, c'est mieux. Ici, comme je l'ai dit, au plus 3 phrases par article. Un tout petit mot là, un petit mot, le rôle socio-économique. Par exemple, ta premier article ici, les procès Palata, qu'est-ce que c'est Palata? Bon, je l'aime tellement beaucoup, j'aime beaucoup citer son nom. Les procès qui ça, ici, dans ces premiers articles, il montre l'importance, les rôles des, les oiseaux jouent le rôle des. Et ils disent pas ceci. Deuxième article, c'est merveilleux. On fait un petit résumé là et c'est facile. Donc, moi, je vais vous envoyer l'article de professeur Punga parce que dans cette adresse ici, il y a seulement le résumé, vous n'aurez pas comment on appelle ça, la liste des oiseaux. Je vous envoie l'article juste après notre cours dans vos courriels, je vous envoie ça. Tout de suite, je vous envoie. Mais par contre, ici, vous avez la possibilité d'avoir les informations, même dans les abstracts, dans le résumé. Vous pouvez avoir. Donc, c'est question de mettre ça. Contrôle, enter, vous allez, les liens apparaissent et vous essayez de résumer. Voilà, mes amis, l'essentiel, ça c'est, comme je dirais, c'est l'essentiel de notre cours d'ornithologie. Ça, c'est l'essentiel de notre cours d'ornithologie. Je vous ai donné quoi l'ornithologie, comment faire de l'ornithologie et pourquoi l'ornithologie. Ça, le troisième point, ce sont là les services. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'ornithologie dans la société? Ici, en plus de ce que nous venons de voir, voilà ici l'utilisation de l'ornithologie dans la société. Ici, ce sont des travaux impact. Vous voyez, quand vous voyez un travail avec ceci, c'est que c'est dans... Vous voyez ces liens ici, doi.org, ça signifie qu'il s'agit d'un article publié dans une revue internationale. Quand vous voyez ça, vous voyez, quand vous voyez ceci, ça signifie que ce sont des articles à impact. Ce sont des articles à impact. Donc, au-delà, quand vous soumettez votre article, on vous donne ça signifie que l'article a été lu par le comité d'experts dans le domaine. C'est ce que ça signifie. Vous pouvez envoyer les articles via vos adresses courriel. Oui, je vais vous envoyer les articles via vos adresses courriel. C'est ce que je vais faire. Je vais envoyer ça. Je vous envoie ça. Ça va? Donc, je vous remercie beaucoup. J'attends donc la suite et je vous souhaite vraiment bonne chance. Et si tout va bien, on pourra se revoir le mois prochain. Bon, on pourra se revoir le mois prochain. Et si j'arrive, ça sera toujours dans... Faites attention, mes amis, parce qu'avec les variants, c'est vraiment un problème très sérieux. Bon, c'est vrai que on ne sait pas. Nous sommes des scientifiques, on ne peut pas spéculer autour de ça, mais les cas
la maladie existe. Je crois que maintenant, tout le monde est conscient que la maladie existe. Et il faut vraiment faire attention, bien se protéger. Vous avez l'intérêt aussi de protéger vos parents surtout. Parce que maintenant, avec le variant n'épargne pas les jeunes comme vous. Avant, c'est nous qui étions plus exposés, mais avec le variant, les jeunes ne sont pas épargnés. Donc, faites attention, prenez soin de vous. Et j'aimerais qu'on se revoie prochainement à l'université. Et si on ne se voit pas, ça sera peut-être dans notre cours de zoosociologie pour ceux qui feront l'écologie, le cours de zoosociologie. Donc, faites bien le travail. Je suis là pour vous. S'il y a une question, vous avez un petit problème, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire par mon adresse WhatsApp. Donc, je vais mettre ça, le WhatsApp, je vais mettre ça, je vais vous donner mon je ne sais pas si vous avez, alors, mon numéro WhatsApp, c'est plus 243 82 42 92 031. Donc, plus 243 82 42 92 031. Alors, les courriels, vous connaissez. Vous avez un petit problème, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, appelez-moi. Donc, voilà, on peut s'arrêter là et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour votre participation. Il y a une question? Si je peux me déconnecter. S'il n'y a pas de question, moi, je me déconnecte. Tout va bien? Je peux me déconnecter? Manifester? L'un de vous peut manifester? OK, bye. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi.